Il y avait des matins à Paris où le ciel au-dessus de la Défense ressemblait à du béton liquide, gris, dense, sans promesse de lumière. Antoine Lefèvre connaissait ce ciel par cœur. Il l'avait regardé des centaines de fois depuis son bureau du 21e étage, debout devant la baie vitrée qui donnait sur l'esplanade, les mains dans le dos, la nuque légèrement tendue. C'était sa posture de réflexion, ou plutôt sa posture pour éviter de réfléchir à ce qui comptait vraiment. Ce matin-là, pourtant, le ciel n'avait aucune importance. Ce qui importait était posé sur son bureau. 4 feuilles A4 imprimées, agrafées dans le coin supérieur gauche, portant l'entête d'un cabinet notarial du 8e arrondissement. Le testament de Jacques Lefèvre, son grand-père. 41 jours de mort. Et ces mots continuaient à produire des effets comme s'il était encore en vie, comme si sa voix grave et précise résonnait encore dans les couloirs de la maison de Versailles où Antoine avait grandi. Antoine Lefèvre avait 43 ans, des épaules larges légèrement voûtées sous le poids d'une décennie de décisions à plusieurs zéros, et un regard sombre qui avait appris à ne rien trahir. Il dirigeait la Lefèvre Capital depuis 8 ans. Une société de gestion qui administrait 62 millions d'euros en fonds d'investissement, avec une réputation construite sur la précision, la discrétion et une forme d'inflexibilité élégante que ses associés appelaient la méthode Lefèvre. Il dormait en moyenne 5 heures par nuit, mangeait souvent debout, ne prenait jamais de vacances complètes et répondait à ses emails avant 7 heures du matin. Sa vie était une machine bien réglée. Il l'avait construite ainsi après le divorce, après Claire, après les 3 ans d'un mariage qui avait ressemblé davantage à une coentreprise qu'à une union. Il ne regrettait rien. Il ne permettait pas à la nostalgie de s'installer. Mais ce testament était là, sur son bureau, et la clause du paragraphe 7 était soulignée au crayon rouge par son notaire. La totalité du patrimoine mobilier désigné à l'article 4, soit 2 millions d'euros, sera transférée au bénéficiaire Antoine Lefèvre à la condition expresse que celui-ci présente une certidão, un acte de mariage valide, dans un délai de 90 jours, suivant l'ouverture du présent testament. 2 millions d'euros, 90 jours. Une certidão de Casamante. Antoine avait relu la clause 3 fois, debout, sans s'asseoir, puis il avait appelé son avocat, maître Renaud, qui avait passé 12 jours à chercher une faille juridique dans la rédaction du testament, avant de rappeler avec une voix mesurée pour annoncer que la clause était parfaitement valide, rédigée avec une précision chirurgicale, qui rendait toute contestation quasiment impossible. Jacques Lefèvre avait été avocat pendant 30 ans avant de devenir investisseur. Il savait exactement ce qu'il faisait. Antoine avait raccroché, pivota vers la fenêtre et resta immobile pendant plusieurs minutes. Le ciel de la Défense était toujours gris. Il pensa à son grand-père, à ses mains noueuses qui tenaient toujours une tasse de thé, à sa façon de faire des silences longs avant de dire quelque chose d'essentiel, à la dernière conversation qu'ils avaient eue, 6 semaines avant sa mort, où Jacques avait dit, sans prévenir, « Tu cours depuis trop longtemps, Antoine. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu ne verras que de la distance. » Il avait répondu quelque chose de vague, pressé de rentrer pour une réunion. Il ne savait pas que ce serait leur dernière vraie conversation. La solution, si l'on pouvait appeler ça ainsi, lui parvint par sa propre assistante personnelle, Margot, 3 jours plus tard, formulée avec la précision neutre de quelqu'un qui avait anticipé la résistance de son patron. Elle entra dans le bureau, posa un café sur le coin du bureau et dit, sans préambule, « Il y a une femme qui pourrait vous convenir pour l'accord dont vous avez besoin, Camille Dubois, 34 ans. Costurière depuis 16 ans à l'atelier Dubois, rue du Faubourg Saint-Antoine. Elle a besoin de 11 000 euros pour l'opération cardiaque de son père, hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière. Elle est sérieuse, discrète et n'a aucune raison de compliquer les choses. » Antoine avait regardé Margot pendant 3 secondes complètes, ce qui, pour lui, était long. Puis il avait dit « Organisez une rencontre ». La rencontre eut lieu dans une salle de réunion neutre, pas dans son bureau. Antoine avait tenu à ça. Il arriva avec 5 minutes d'avance et trouva Camille Dubois déjà assise, les 2 mains posées à plat sur la table, le dos légèrement droit, les cheveux bruns attachés en chignon bas.
Elle portait une veste en lin gris clair et un pantalon noir, des vêtements simples, mais coupés avec une attention aux détails qui ne passaient pas inaperçus si on savait regarder. Elle n'était pas nerveuse, ou du moins, elle ne le montrait pas. Quand Antoine entra, elle leva les yeux, attendit qu'il s'asseye et dit « Bonjour ». Juste ça. Pas de sourire de façade, pas de politesse excessive. Antoine apprécia sans le dire. Il exposa la situation en 7 minutes, sans détour. Le testament, la clause, le délai, le montant, les conditions, un mariage administratif, 6 mois, 2800 € par mois pour elle, 0 implication réelle, 0 attente émotionnelle. Elle l'écoutait sans interrompre, les yeux fixés sur lui avec une attention qui n'était ni soumise ni provocatrice, juste présente, évaluatrice. Quand il finit, elle resta silencieuse pendant exactement 2 minutes. Antoine compta. Puis elle parla, d'une voix posée qui ne demandait pas, elle énumérait 3 conditions. Je continue à travailler à l'atelier tous les jours sans restriction d'horaire. Je ne mentirai pas à mon père sur la nature de cet accord. Et je n'accepterai aucune humiliation en public. Elle s'arrêta. Si vous acceptez ces 3 points, j'accepte. Antoine répondit immédiatement. D'accord. Il ne négocia rien. Il n'y avait rien à négocier. La signature à la mairie du 11e arrondissement fut aussi impersonnelle qu'un renouvellement de bail. La salle sentait légèrement le vieux papier et le détergent au citron. Un fonctionnaire en chemise bleue lut les formules officielles d'une voix monocorde. 2 témoins, Margot et un ami de Camille, nommé Théo, signèrent dans les espaces prévus. Dehors, sur le trottoir, l'air de novembre portait l'odeur des feuilles mouillées. Antoine boutonna son manteau et dit, avec la voix de quelqu'un qui clôt une réunion, « Je ne serai jamais votre mari de verdade. Clarifiez ça pour vous-même. » Camille tourna légèrement la tête vers lui, sans changer d'expression. Elle dit, « C'est déjà clair. » Et elle remonta son col. Ils prirent des directions différentes dans la rue. Lui vers sa voiture garée à 2 rues de là, elle vers le métro. L'appartement de Saint-Germain-des-Prés avait 150 mètres carrés, des plafonds à 3,50 mètres, des fenêtres qui donnaient sur une cour intérieure pavée et des parquets anciens qui craquaient légèrement dans le couloir de gauche. C'était beau, froid et parfaitement silencieux. Antoine y vivait seul depuis le divorce. Il avait gardé l'appartement dans le partage des biens. Claire avait gardé la maison de campagne en Bourgogne. Il avait posé 3 règles le soir même de la signature, debout dans le salon, sans s'asseoir, chambre séparée et porte fermée, aucune question personnelle, apparence commune, uniquement lors des événements professionnels strictement nécessaires. Camille avait écouté, les bras croisés sans fermeture, juste croisés, naturellement. Elle dit « d'accord » et alla dans sa chambre défaire sa valise. Le lendemain matin, à 6h10, Antoine l'entendit avant de la voir. Le bruit discret de la cafetière dans la cuisine, un son doux et régulier. Il resta un moment dans son lit, les yeux ouverts dans le plafond blanc, écoutant. Quand il sortit de sa chambre, elle n'était plus là. La cafetière gardait le café au chaud. Une tasse propre était posée à côté, à l'envers, sur un torchon plié. Rien d'autre. Pas de notes, pas de message. Antoine versa le café, le but debout devant la fenêtre de la cuisine et regarda la cour pavée en contrebas. Il ne sut pas pourquoi, mais quelque chose dans ce geste, la tasse retournée, le café préparé sans calcul, le fit rester debout là 1 minute de plus que d'habitude. Camille Dubois avait appris très tôt que la dignité n'était pas une question de moyens. Elle avait grandi dans le 20e arrondissement, dans un appartement de 3 pièces où sa mère cousait des ourlets pour les voisines contre quelques euros, et où son père, Bernard Dubois, rentrait chaque soir avec les mains tachées d'encre d'imprimerie et un sourire qui ne demandait rien à personne. Elle avait 16 ans quand elle avait mis les pieds pour la première fois dans un atelier de couture professionnelle, pas par ambition, mais parce qu'une voisine avait besoin d'aide et que Camille avait des mains précises et une patience que peu de gens de son âge possédaient. Elle ne repartit jamais vraiment. 16 ans plus tard, l'atelier Dubois, rue du Faubourg Saint-Antoine, était devenu l'extension naturelle d'elle-même. Une pièce longue et lumineuse au rez-de-chaussée d'un immeuble haussmannien, avec des mannequins alignés le long du mur du fond,
Des bobines de fil rangées par couleur sur des étagères en bois et cette odeur particulière de tissu neuf et de vapeur qui se dépose sur les vêtements et les cheveux et qu'on finit par ne plus sentir parce qu'elle fait partie de soi. Elle arrivait à l'atelier à 8h moins 5 tous les matins, hiver comme été, et ne rentrait jamais avant 7h du soir. Pendant ces années, elle avait vécu seule dans un studio de 29 mètres carrés à Belleville, un espace qu'elle avait organisé avec une précision presque architecturale, chaque centimètre utilisé avec intention, rien d'inutile, rien de superflu. Ce n'était pas de la pauvreté, c'était de la clarté. Elle ne confondait pas les deux. Elle avait eu des relations courtes, quelques amis proches, et Julien, 3 ans avec Julien, un photographe indépendant qui aimait les grandes idées et les petits efforts, qui avait disparu un matin de mars, sans explication suffisante, et dont l'absence avait laissé non pas un vide, mais une certitude. Elle savait désormais reconnaître quand quelqu'un était vraiment là, et quand il ne faisait que passer. Dans l'appartement de Saint-Germain-des-Prés, elle s'installa avec le même esprit qu'elle avait toujours eu. Elle ne tenta pas de transformer l'espace. Il n'était pas à elle, et elle ne prétendrait pas le contraire. Elle posa ses affaires dans la chambre du fond, accrocha 3 vêtements dans l'armoire, rangea ses livres dans le seul tiroir disponible du bureau, et installa sur la table de nuit la petite lampe à pince qu'elle traînait partout depuis des années, celle dont la lumière jaune et chaude lui permettait de lire sans avoir mal aux yeux. Elle ne demanda pas la permission d'utiliser la cuisine. Ce serait absurde. Ils habitaient là tous les deux. Elle ne chercha pas à impressionner Antoine avec des plats élaborés. Elle cuisinait simplement pour elle, avec la même précision tranquille qu'elle appliquait à tout le reste. Si le café débordait, la cafetière avait assez pour 2. C'était logique, pas généreux. Antoine Lefebvre était, dans les premières semaines, presque invisible dans son propre appartement. Il partait avant 7h, rentrait rarement avant 22h, et les rares fois où leurs trajectoires se croisaient en soirée, il traversait le salon avec la vitesse de quelqu'un qui a encore un email à envoyer. Il répondait au bonsoir par des bonsoirs brefs, sans s'arrêter. Camille n'insistait pas, elle avait ses propres silences, ses propres habitudes. Elle lisait après dîner, cousait parfois à la main des petites réparations, regardait la fenêtre de la cuisine s'embuer les soirs de pluie. L'appartement était grand, mais elle ne se sentait pas perdue dedans. Elle avait une capacité particulière à habiter les espaces sans les envahir, à être présente sans être encombrante, à exister sans revendiquer de place. Ce fut une lumière qui changea quelque chose d'abord. Antoine rentrait tard ce soir-là, vers 23h30, après une réunion avec des investisseurs qui s'étaient étirés inutilement. En poussant la porte de l'appartement, il vit la lumière du salon allumée, une lampe douce dans le coin, pas le plafonnier agressif qu'il laissait toujours éteint pour ne pas avoir à contempler l'espace vide en rentrant. Camille était dans sa chambre, la porte entr'ouverte, laissant passer un filet de lumière encore plus tiède. Elle n'attendait pas, elle lisait simplement. La lumière du salon était là parce que c'était ainsi qu'elle vivait. Elle n'aimait pas les appartements sombres, et comme elle habitait là, la lumière était allumée. Pas pour lui, pas pour faire bonne figure, juste parce que c'était son habitude à elle. Antoine posa son manteau, desserra sa cravate et s'assit dans le canapé pour la première fois depuis des semaines. Pas pour travailler, juste pour s'asseoir. Il resta là 10 minutes, dans ce silence habité, et réalisa que c'était la première fois depuis longtemps qu'il ne se sentait pas seul en rentrant. Il ne voulut pas analyser ça. Il alla se coucher. Le jantar de négocios eut lieu un jeudi soir de décembre, dans un restaurant près de la place Vendôme. Le genre d'endroit où les nappes sont en lin blanc épais, où les serveurs connaissent les clients par leur nom et où le silence coûte aussi cher que le vin. Antoine avait informé Camille 3 jours à l'avance, avec la précision factuelle d'un mémo professionnel. Heure, adresse, tenue, suggérée. Elle était arrivée à l'heure exacte, avec une robe bleu nuit qu'elle avait cousue elle-même. Une pièce sobre, à l'encolure légèrement asymétrique, dont la coupe révélait une maîtrise technique évidente à quiconque savait regarder du tissu. Antoine l'avait vue dans le hall du restaurant et avait marqué une pause d'une fraction de seconde avant de reprendre son chemin vers la table. Il ne dit rien sur la robe. Elle n'attendait pas de commentaires. Les associés étaient déjà là,
3 hommes et une femme, tous dans la cinquantaine, avec des montres visibles et des sourires de circonstance. Les premières minutes furent ce qu'elles étaient toujours dans ce genre de dîner, polies, mesurées, avec ce fond de compétition déguisé en cordialité. Camille observait plus qu'elle ne parlait, ce qui n'était pas de la timidité, mais du discernement. Elle évaluait la table avant d'y poser quoi que ce soit. L'investisseur principal, un homme nommé Gérard Fontaine, propriétaire d'un fonds basé à Lyon, se tourna vers elle après le 2e verre de vin et demanda avec le sourire légèrement supérieur de quelqu'un qui s'attend à une réponse convenue. « Et vous, Madame Lefebvre, vous venez d'où » Antoine retint sa respiration une demi-seconde, sans le montrer. Camille posa son verre, regarda Fontaine et répondit, d'une voix tranquille et sans la moindre trace de honte, « De Belleville. Gosturera depuis 16 ans. » Il y eut un silence bref. Fontaine leva les sourcils, pas avec dédain, avec une surprise sincère. Puis il sourit, et ce sourire était différent du précédent, plus large, plus réel. « Costureira, rue du Faubourg Saint-Antoine, par hasard. » Camille dit « Exactement. » Fontaine se pencha légèrement en avant et dit « Mon épouse cherche quelqu'un capable de restaurer une robe de mariée de 1962 depuis 2 ans. Chaque atelier lui a dit que c'était impossible. » Camille dit « Ce n'est pas impossible, c'est juste long. » La conversation continua, une vraie conversation celle-là, avec des questions précises sur les techniques de conservation des textiles anciens, sur les fils d'origine, sur la dentelle chantilly. Les autres écoutaient. Antoine écoutait aussi, et il observait Camille depuis l'autre côté de la table, avec quelque chose de nouveau dans le regard. Pas de la fierté, pas encore, mais quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. À la fin du dîner, Fontaine signa un contrat d'investissement de 900 000 € qui était bloqué depuis 3 mois. En serrant la main d'Antoine, il dit, en jetant un regard vers Camille, « Votre femme a une façon de parler aux gens qui donne envie de faire confiance. » Dans la voiture, sur le trajet du retour, Antoine ne dit rien pendant 40 minutes. Ce n'était pas un silence hostile, c'était le silence de quelqu'un qui recalibrait quelque chose à l'intérieur sans savoir exactement quoi. La ville défilait derrière les vitres, les lumières du boulevard Haussmann, les terrasses fermées des brasseries, les réverbères reflétés sur le bitume mouillé de la nuit. Camille regardait par la fenêtre sans attendre qu'il parle. À un feu rouge devant le palais royal, Antoine dit enfin, sans se tourner vers elle, « Merci pour ce soir. » Ce fut tout. Camille répondit, « Je n'ai rien fait de particulier. » Et c'était vrai. C'était précisément ce qui avait tout changé. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose se modifia dans la mécanique silencieuse de l'appartement. Antoine commença à rentrer avant 20 heures. Pas tous les soirs, mais certains soirs, il était là. Il ne l'annonçait pas, ne s'en justifiait pas. Il rentrait, posait sa veste sur le dossier de la chaise de l'entrée, et parfois il s'arrêtait dans le couloir en entendant le bruit de la cuisine. Une casserole, le son de l'eau, l'odeur de quelque chose de chaud. Il ne demandait pas ce que c'était. Il allait se laver les mains, revenait, et parfois Camille avait posé une 2e assiette sur la table, pas parce qu'elle l'attendait, mais parce que la quantité était là, et qu'il était là aussi. Ces dîners silencieux avaient quelque chose d'étrange et d'exact en même temps. Pas de conversation forcée, pas de questions évitées. Juste 2 personnes qui mangeaient dans le même espace et qui, progressivement, arrêtaient d'ignorer la présence de l'autre. Le 4e mois arriva avec un froid particulier, celui de février à Paris, qui n'est pas le froid spectaculaire de janvier, mais quelque chose de plus insidieux, un froid qui s'infiltre sous les manteaux et qui reste dans les os même à l'intérieur. Antoine le remarqua moins que d'habitude, ce qui en soi était une information qu'il choisit de ne pas examiner. Il était rentré 3 fois dans la semaine avant 19 heures, sans réunion annulée, sans raison professionnelle valable. La 4e fois, il s'était assis à la table de la cuisine pendant que Camille cousait à la main une réparation sur un tissu de soie ivoire et il avait ouvert son ordinateur, pas pour travailler, pour avoir l'air de travailler pendant qu'en réalité, il regardait ses mains qui tenaient l'aiguille avec une précision tranquille, qui tiraient le fil avec juste la bonne tension, qui savaient exactement ce qu'elles faisaient sans que le reste du corps n'ait besoin de s'en préoccuper.
Il y avait quelque chose d'hypnotique là-dedans. Il ferma son ordinateur au bout de 20 minutes et dit, pour la première fois depuis des semaines, quelque chose qui ne concernait pas la logistique du quotidien. C'est long à apprendre ce genre de point. Camille leva les yeux, le regarda une seconde comme si elle vérifiait que la question était sincère et répondit « Tout dépend si on apprend pour savoir faire ou pour comprendre pourquoi ça tient. » Il y eut un silence. Antoine dit « Quelle est la différence ?» Elle dit « Une robe peut paraître cousue et se défaire au premier mouvement, ou elle peut tenir 50 ans. » Elle baissa les yeux sur son tissu. Il ne répondit pas, mais la question resta dans l'air un long moment. Et il sut qu'elle ne parlait pas seulement de couture. Ce fut dans ces semaines intermédiaires que les habitudes de l'appartement changèrent sans que personne ne les décrète. Antoine avait pris l'habitude de poser son téléphone retourné sur la table quand il mangeait, non pas par règle, mais parce que Camille ne regardait jamais le sien pendant un repas. Et à côté d'elle, cette distraction permanente lui sembla soudain grossière. Il avait commencé à acheter du pain chez le boulanger en bas de la rue le samedi matin. Pas parce qu'elle le lui avait demandé, mais parce qu'il l'avait vu rentrer un samedi avec une baguette encore tiède, enroulée dans du papier Kraft, et que son appartement avait senti la croûte fraîche pendant 2 heures, et que cela lui avait semblé, sans raison claire, comme quelque chose qui méritait d'être reproduit. Camille, de son côté, avait commencé à laisser la cafetière programmée pour 2 tasses, sans se poser de questions. Ce n'était pas de la tendresse, c'était de la logique habitée, de la coexistence qui s'ajustait à elle-même naturellement, comme 2 pièces de tissu qu'on assemble et qui progressivement trouvent leur grain commun. Un samedi de ce même mois, Camille reçut un appel de l'hôpital en milieu d'après-midi. Son père, Bernard, avait eu une complication post-opératoire. Rien de critique, précisa l'infirmière, mais il fallait quelqu'un de la famille. Camille était déjà debout avec son manteau quand Antoine sortit de son bureau, ayant entendu sa voix changer. Elle dit simplement « Mon père, je dois y aller ». Il dit « Je vous accompagne ». Ce n'était pas une question. Elle hésita, une fraction de seconde, suffisamment longue pour qu'il la voie hésiter, et dit « Ce n'est pas nécessaire ». Il dit « Je sais ». Et il prit son manteau quand même. Dans le taxi, vers la Pitié-Salpêtrière, ils ne parlèrent presque pas. Paris glissait derrière les vitres, les quais de Seine, le boulevard de l'hôpital, les façades de pierre gris-beige sous un ciel blanc d'hiver. Camille regardait défiler les rues, les mâchoires légèrement serrées, les mains posées à plat sur ses genoux. Antoine regardait droit devant lui. À un moment, au niveau du pont d'Austerlitz, il dit « Il va bien s'en sortir ». Ce n'était pas une certitude médicale, c'était autre chose. C'était juste une voix dans le silence, quelque chose pour remplir l'espace sans le saturer. Camille tourna la tête vers lui, le regarda une seconde et dit « Oui, rien d'autre ». Mais quelque chose dans sa façon de prononcer ce mot unique contenait davantage qu'un acquiescement. Bernard Dubois était dans une chambre au 4e étage, dans un couloir qui sentait le désinfectant et le caoutchouc des semelles de crêpes des infirmières. Il avait 68 ans, un visage long et bienveillant, marqué par des années de travail physique, et des yeux vifs qui ne perdaient rien. Quand Camille entra, il tendit la main vers elle, avec un sourire qui disait qu'il allait bien avant même qu'elle pose la question. Quand il vit Antoine derrière elle, ses yeux s'arrêtèrent une seconde, pas avec méfiance, avec attention. Camille fit les présentations avec une voix mesurée. Bernard dit « Asseyez-vous donc ». Antoine s'assit. Bernard lui parla. Pas de la santé, pas du mariage, pas des apparences. Il lui parla du quartier de Belleville dans les années 80, de l'imprimerie où il avait travaillé 30 ans, d'une machine à platine qu'il aimait particulièrement et dont le bruit lui manquait encore. Antoine écoutait avec une attention qui n'était pas polie. Elle était réelle. Il posa des questions précises sur le fonctionnement des presses, sur les encres, sur les formats d'impression. Bernard répondit avec le plaisir évident de quelqu'un dont on interroge le métier avec sincérité. Camille les observa tous les deux depuis le bord du lit, et il lui fallut un moment pour identifier ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas de la surprise, c'était quelque chose de plus compliqué, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu d'éprouver.
En repartant dans le couloir, Antoine marcha à côté d'elle en silence. Dans l'ascenseur, il dit, regardant les portes, « Votre père est quelqu'un de remarquable. » Camille répondit, sans le regarder, « Je sais. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Il vous a apprécié. » Antoine ne répondit pas immédiatement. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall, il dit, « Ça m'importe. » Ce furent 3 mots dits avec la même voix calme qu'il utilisait pour tout. Mais Camille les entendit avec une netteté particulière, comme on entend un bruit familier dans un endroit inattendu. Elle ne dit rien. Elle traversa le hall vers la sortie et sentit le froid de Paris lui frapper le visage, et pensa que c'était bien, le froid, parce qu'il remettait les choses à leur place, parce qu'il rappelait où on était et ce que tout ça était censé être. Ce fut la semaine suivante que Claire apparut. Antoine était dans son bureau à la Défense, quand Margot l'appela pour lui dire que Claire Lefebvre, son ex-femme, attendait dans la salle de réception sans rendez-vous. Il sut immédiatement que ça ne pouvait pas être anodin. Claire n'arrivait jamais sans calcul. Il la reçut dans la petite salle de réunion latérale, pas dans son bureau. Instinct de protection territoriale qu'il n'analysa pas. Claire entra avec son tailleur gris anthracite, ses cheveux blonds tirés en chignon parfait et ce regard d'avocate qui évalue avant de parler. Elle avait 38 ans et la précision froide de quelqu'un qui a appris très tôt que les émotions non contrôlées sont un désavantage. Ils s'étaient séparés sans violence apparente, ce qui parfois est pire. Le divorce avait été propre, équitable, chirurgical, et avait laissé moins de cicatrices visibles que d'absences durables. Elle s'assit en face de lui et dit, sans préambule, « Je sais que ce mariage est un arrangement, Antoine. » Il ne bougea pas. Elle continua, « J'ai des éléments suffisants pour contester le testament au nom d'une fraude à la clause. Si tu préfères, nous pouvons trouver une autre issue. » La autre issue n'était pas formulée explicitement. Elle n'avait pas besoin de l'être. Antoine la regarda pendant plusieurs secondes, avec cette façon qu'il avait de regarder quelqu'un comme s'il lisait un document et cherchait la clause cachée. Puis il dit, « Tu es venu pour me proposer quelque chose ou pour m'informer de quelque chose ?» Elle sourit légèrement, le sourire d'une personne qui sait qu'elle tient quelque chose. Les deux. Il dit, « La réponse est non, aux deux. » Il se leva, ce qui était sa façon de dire que la réunion était terminée. Elle resta assise encore un moment, comme pour démontrer qu'elle choisissait quand partir. Puis, elle se leva, boutonna sa veste et dit en sortant, « Tu as 90 jours, Antoine. Pense-y. » Il ne répondit pas. Ce soir-là, Antoine rentra à 18h45. Camille était debout dans la cuisine, le dos légèrement penché sur la planche à découper, les gestes lents et précis de quelqu'un qui cuisine pour se calmer plutôt que par faim. Il perçut quelque chose dans sa posture, une tension légère qu'il n'avait pas vue avant. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle lui dit, sans se retourner, « Julien est passé à l'atelier aujourd'hui. » Le nom ne lui dit rien au premier instant, puis Margot lui avait mentionné quelque chose, une fois, un prénom, 3 ans, une disparition. Il dit « Qu'est-ce qu'il voulait ?» Elle dit « Une deuxième chance. » Elle posa son couteau, regarda ses mains. Je lui ai dit non. Il y eut un silence. Antoine entra dans la cuisine, s'assit à la table, pas en face d'elle, sur le côté, à l'angle. Il dit « Est-ce que c'était difficile ?» Elle réfléchit honnêtement avant de répondre, ce qu'il avait appris à reconnaître comme une de ses caractéristiques. Elle ne répondait jamais par réflexe. Elle dit « Non. Ce qui était difficile, c'était de comprendre pourquoi ça ne l'était pas. » Il ne demanda pas ce qu'elle voulait dire. Il n'en avait pas besoin. Il y avait une heure dans la nuit parisienne où la ville cessait d'être une performance et devenait quelque chose d'autre, quelque chose de plus honnête, de plus nu. C'était après minuit, quand les derniers taxis ralentissaient sur les boulevards mouillés et que les fenêtres éclairées se raréfiaient jusqu'à ne former que des points isolés dans le tissu sombre des façades. Antoine connaissait cette heure par cœur depuis des années. C'était l'heure à laquelle il finissait de travailler et commençait à percevoir le silence de l'appartement comme quelque chose de pesant. Mais depuis quelques semaines, cette heure avait changé de texture. Il y avait une lumière dans la cuisine. Pas toujours, mais souvent,
et parfois le bruit discret d'une page tournée ou le murmure presque inaudible de la radio posée sur le rebord de la fenêtre que Camille écoutait à volume minimal les soirs où elle n'arrivait pas à dormir. Il ne frappait jamais à la porte, elle ne l'invitait jamais à entrer, mais il savait qu'elle était là, et cela suffisait à modifier la densité du silence. Ce soir-là, un mercredi de la 3e semaine de février, Antoine rentra à 22h après une réunion de conseil qui s'était terminée dans l'acrimonie discrète des désaccords entre hommes qui ne se permettent jamais d'élever la voix. Il posa son manteau, desserra sa cravate dans le couloir et s'arrêta net en arrivant dans le salon. Camille était debout devant la fenêtre de la cuisine, immobile, les bras légèrement croisés, le regard posé sur les lumières de Paris en contrebas. Elle n'avait pas entendu la porte, ou si elle l'avait entendue, elle n'avait pas bougé. La lumière de la hotte était la seule allumée, cette lumière basse et chaude qui donnait à la cuisine une atmosphère de veille. La ville, depuis la fenêtre, était un tableau de points dorés et orangés qui se diluaient dans la brume basse de l'hiver. Camille était là-dedans comme une silhouette découpée, immobile, présente, entière. Antoine n'alluma pas le plafonnier. Il entra dans la cuisine silencieusement, contourna la table et s'assit sur la chaise du côté opposé, face à la fenêtre, mais à distance d'elle. Il ne dit rien. Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle attendit quelques secondes, comme si elle finissait une pensée intérieure, puis elle baissa les yeux, les releva vers la vitre et dit, doucement, sans le regarder, « Mon père m'a appelé ce soir. Il m'a demandé si j'étais heureuse. » Elle s'arrêta. Je ne savais pas quoi répondre. Antoine posa les mains à plat sur la table, regarda la surface du bois clair. Il dit, « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» Elle dit, « Je lui ai dit que je ne savais pas encore. » Un silence long s'installa. Pas un silence de gêne, mais un de ces silences qui ont leur propre consistance, qui occupent l'espace comme une présence physique. La ville continuait de briller derrière la vitre. Quelque part en bas, un scooter passa. La radio était éteinte ce soir. Il n'y avait que ce silence habité, et eux deux dedans, et les lumières de Paris qui ne demandaient rien. Ils restèrent ainsi presque 1 heure. Antoine ne sut pas à quel moment précis il cessa de penser aux réunions du lendemain. À Claire, aux implications juridiques de tout ce qui les entourait. Il sut seulement qu'à un moment, il n'y pensait plus, et que c'était la chose la plus étrange et la plus reposante qu'il eût connue depuis longtemps. Camille ne bougea pas de sa fenêtre pendant de longues minutes, puis s'assit à la table à son tour, pas en face de lui, sur le côté, à angle. Ils ne se regardèrent pas directement. La lumière de la hotte éclairait le bord de leurs mains sur le bois. Quand elle finit par se lever pour aller se coucher, elle dit simplement « Bonne nuit, Antoine », sans le prénom habituel de politesse froide, juste le prénom, prononcé avec une naturelle simplicité qui fit quelque chose dans sa poitrine qu'il ne voulut pas nommer. Il dit « Bonne nuit, Camille », et il resta encore là, dans la cuisine vide, avec les lumières de Paris comme seule compagnie pendant 20 minutes supplémentaires, à ne rien faire d'autre que d'être là. Ce fut 4 jours après cette nuit silencieuse que Camille trouva la lettre. Elle cherchait une paire de ciseaux dans le bureau qu'Antoine lui avait dit de considérer comme partagé. Elle n'y entrait jamais par habitude, mais ce jour-là, il était absent pour la journée, et elle avait besoin d'un outil précis pour une réparation urgente. Le bureau était rangé avec la rigueur caractéristique d'Antoine, chaque chose à sa place, rien de superflu, les stylos alignés, les dossiers étiquetés. Elle ouvrit le tiroir latéral droit en cherchant les ciseaux, et sous un carnet à spirale noire, elle vit l'enveloppe. Blanche, légèrement jaunie sur les bords, son nom écrit à la main au recto, pas de son écriture à elle, pas de celle d'Antoine. Une écriture ancienne, appliquée, avec les lettres légèrement inclinées vers la droite, Camille Dubois. Rien d'autre sur l'enveloppe. Pas d'adresse, pas de timbre, juste son nom. Elle resta immobile pendant plusieurs secondes, les ciseaux oubliés. Elle prit l'enveloppe, la retourna. Le rabat était fermé avec du ruban adhésif transparent, ce qui signifiait qu'elle avait été collée après avoir été lue, ou bien qu'on voulait qu'elle puisse être ouverte facilement. Elle s'assit dans le fauteuil du bureau, l'enveloppe entre les mains.
Son cœur battait avec une légère irrégularité qu'elle reconnut comme du pressentiment. Elle ouvrit l'enveloppe avec soin, déplia la feuille à l'intérieur, une seule feuille de papier épais, de qualité, avec l'écriture inclinée qui couvrait le recto en paragraphes brefs. Elle lut « Si vous lisez ceci, Antoine a enfin cessé de courir. La clause n'a jamais concerné l'argent, elle concernait l'acte de choisir, de forcer mon petit-fils à choisir avant qu'il soit trop tard pour ressentir quoi que ce soit. L'héritage a toujours été le sien, inconditionnellement. Mais il avait besoin d'une raison suffisamment concrète pour s'arrêter. Vous avez été le vrai motif, pas le prétexte, le motif. J'espère que vous comprenez la différence. Avec respect, Jacques Lefebvre. » Camille lut la lettre une fois, puis une deuxième, lentement, les yeux remontant sur certaines phrases comme si elle cherchait une autre lecture possible. Elle la reposa sur ses genoux et regarda le mur en face d'elle pendant un long moment. Sa respiration était régulière, mais elle dut faire un effort conscient pour la maintenir ainsi. Elle pensa à Antoine qui avait cette lettre dans son tiroir. Depuis combien de temps, elle ne savait pas. Elle pensa aux conditions qu'elle avait posées le premier jour, à l'impersonnalité délibérée de la mairie, à la voix froide d'Antoine dans la rue qui lui avait dit « Je ne serai jamais votre mari de verdade ». Elle pensa à la tasse retournée sur le torchon plié, au café du matin, au dîner silencieux, à la nuit devant la fenêtre. Elle pensa à son père qui lui avait demandé si elle était heureuse et auquel elle n'avait pas su répondre. Papa rêva. Elle le sut immédiatement, avec une clarté qui la surprit elle-même. Pas de la colère, quelque chose de plus doux et de plus dangereux, de la peur. La peur de quelqu'un qui réalise qu'il est en train de ressentir exactement ce qu'il avait décidé de ne pas ressentir, et qui ne sait pas comment revenir en arrière. Elle plia la lettre avec soin, la remit dans l'enveloppe et la déposa exactement à la même place dans le tiroir. Elle prit les ciseaux, retourna à l'atelier, travailla jusqu'à 20h30 sans lever les yeux de son tissu, en laissant le bruit de la machine couvrir le reste. Ce soir-là, en rentrant, elle ne mangea pas. Elle alla dans sa chambre, sortit sa valise du placard et commença à plier ses affaires avec la même précision silencieuse qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Pas en panique, pas dans les larmes, avec une résolution froide qui était en réalité la forme la plus élaborée de sa propre défense. Elle n'était pas furieuse contre Antoine, elle n'était pas trahie par la lettre. Jacques n'avait fait de mal à personne, et il avait peut-être eu raison sur tout. Ce qui l'effrayait n'était pas le passé, c'était ce qu'elle sentait dans sa poitrine depuis plusieurs semaines, et qu'elle reconnaissait maintenant avec une netteté douloureuse. Elle tenait à cet homme, pas à l'accord, à lui, à sa façon d'écouter son père, avec une vraie curiosité, à ses silences qui n'étaient jamais hostiles, à la façon dont il avait posé son téléphone retourné sur la table un soir, sans que personne ne le lui demande. Et tenir à quelqu'un dans une situation comme celle-là était exactement la chose la plus exposée, la plus risquée, la plus potentiellement douloureuse qu'elle puisse faire. Elle finit de plier, ferma la valise sans bruit, alla dans la cuisine, prépara une marmite, un plat complet, soigné, le genre de repas qu'elle faisait quand elle voulait prendre soin de quelqu'un, et la mit dans le réfrigérateur. Elle prit une feuille du bloc-notes de la cuisine et écrivit au stylo bille, avec son écriture droite et nette. « Votre part de l'accord est remplie. Bonne chance. » Elle posa le mot sur le plan de travail, contre la cafetière, prit sa valise, ferma la porte de l'appartement derrière elle avec une délicatesse qui ressemblait à un adieu. Antoine rentra à 23h. Il posa ses clés dans le vide de l'entrée. Pas le vide habituel, un autre vide, plus total. La lumière du salon était éteinte. La cuisine était éteinte. Il alluma le couloir, avança et s'arrêta devant la porte entr'ouverte de sa chambre à elle. L'armoire était ouverte, les cintres vides. La petite lampe à pince avait disparu de la table de nuit. Il resta immobile dans l'encadrement de la porte pendant plusieurs secondes, les yeux parcourant la chambre vide avec une lenteur qui cherchait un détail à contredire ce qu'il voyait. Il alla dans la cuisine, vit la marmite dans le réfrigérateur, vit le mot contre la cafetière, lut les deux phrases, les relut, posa le mot à plat sur le plan de travail, s'appuya des deux mains sur le bord de l'évier et regarda la cour intérieure pavée en bas,
obscure, silencieuse, les pavés luisants d'une pluie récente. Il resta dans ce couloir, entre la cuisine et le salon, pendant 12 minutes. Il ne bougea pas. Il ne pensa pas aux 2 millions d'euros, pas à Claire, pas au testament, pas à la clause. Il pensa au silence absolu de cet appartement qui, pendant 4 mois, avait cessé d'être silencieux, et qui maintenant l'était de nouveau, mais d'une manière complètement différente, d'une manière qui avait une forme précise, la forme exacte de son absence. Il ne dormit pas. Ce n'était pas de l'insomnie au sens habituel, pas cette agitation mentale des nuits de travail où les chiffres et les stratégies continuaient de tourner derrière les paupières closes. C'était autre chose, une immobilité complète dans un appartement trop silencieux, les yeux ouverts dans le plafond blanc, avec la conscience précise de chaque pièce vide autour de lui. Il avait connu la solitude pendant des années. Il en avait même fait une sorte de compétence, une façon de fonctionner qui ne réclamait rien à personne. Mais cette nuit-là, la solitude avait une texture différente. Elle avait un contour. Elle avait la forme d'une valise fermée silencieusement, d'une marmite préparée avant de partir, d'une lampe à pince disparue d'une table de nuit. Il se leva à 5h40, prit une douche, s'habilla, le même costume que la veille. Il ne le remarqua qu'en sortant. Et à 7h20, il poussa la porte de l'atelier Dubois, rue du Faubourg Saint-Antoine. L'atelier s'éveillait à peine. La lumière du matin entrait par les hautes fenêtres et découpait des bandes claires sur le plancher de bois, éclairant la poussière de fil en suspension dans l'air. L'odeur était là, tissu, vapeur, quelque chose de propre et de précis qui lui était devenu reconnaissable sans qu'il s'en soit rendu compte. Camille était au fond de la pièce, debout devant une table de coupe, une paire de ciseaux dans la main droite, un tissu de lainage beige étalé devant elle. Elle portait son tablier de travail, les cheveux attachés en chignon haut ce matin-là, quelques mèches retombant sur le côté du cou. Elle l'entendit entrer. Le clochette au-dessus de la porte tinta, et leva les yeux vers lui, avec une expression qui ne trahissait rien d'immédiat, ni surprise, ni fuite, ni invitation. Antoine s'arrêta à mi-chemin, entre la porte et la table. Il dit, d'une voix qu'il voulait poser, mais qui portait quelque chose d'inhabituellement nu. « Vous êtes parti sans me laisser expliquer. » Camille baissa les yeux sur son tissu, reprit sa position de coupe, les doigts guidant le lainage avec la précision automatique de 16 ans de métier. Elle dit « Il n'y a aucun contrat à expliquer, Antoine. » Il fit 2 pas vers elle, s'arrêta. Il dit « Ce n'est pas du contrat que je veux parler. » Elle ne répondit pas. Les ciseaux avancèrent le long de la ligne tracée à la craie, net, régulier. Il dit « Depuis 4 mois, je dors mieux quand vous êtes dans l'appartement. Depuis 2 mois, je rentre avant 20h parce que l'idée de ne pas être là quand vous l'êtes me semble être une erreur. » Il s'arrêta. Depuis 3 semaines, quand quelque chose se passe dans ma journée, quelque chose d'intéressant, quelque chose d'agaçant, n'importe quoi, la première personne à qui j'ai envie de le raconter, c'est vous. Il marqua une pause. Ce n'est pas un contrat. Camille posa les ciseaux sur la table. Pas brusquement, avec le soin de quelqu'un qui repose un outil précieux. Elle garda les mains à plat sur le tissu, les yeux baissés. Sa respiration était régulière, mais il voyait, à la légère tension de ses épaules, qu'elle écoutait avec tout son corps. Elle dit doucement, sans le regarder, « J'ai trouvé la lettre. » Il ne dit rien immédiatement. Elle continua, « Dans le tiroir. Votre grand-père a écrit mon nom dessus. » Un silence. Vous saviez depuis le début que la clause n'était pas réelle. Ce n'était pas une accusation. La voix ne portait pas de colère. C'était une constatation, posée là, avec la précision d'un point de couture, exactement là où il fallait, pas 1 millimètre à côté. Antoine dit « Je ne savais pas depuis le début. J'ai trouvé la lettre le 3e mois, et je n'ai pas su quoi en faire. » Elle leva les yeux vers lui pour la première fois depuis son entrée. Il soutint son regard. Il dit « J'aurais dû vous la montrer immédiatement. C'est vrai, je n'ai pas de justification valable pour ne pas l'avoir fait. » Elle le regarda pendant plusieurs secondes, avec cette façon qu'elle avait d'évaluer sans juger, cette attention frontale et tranquille qui, depuis le début, l'avait déstabilisé plus que n'importe quelle confrontation. Puis elle dit « Pourquoi vous ne l'avez pas fait ?» Il répondit sans détour, ce qui lui coûtait davantage qu'il ne voulait l'admettre, «
parce que si vous saviez que le contrat n'avait plus de raison d'être, vous seriez parti, et je n'étais pas prêt à ce que vous partiez. Le silence qui suivit était différent des silences habituels entre eux, plus chargé, plus exposé. Une couturière passa dans le fond de l'atelier avec une pile de tissus, jeta un regard discret vers eux et disparut dans la pièce du fond. Camille regarda ses mains sur le lainage beige. Elle dit, après un long moment, « Ce que vous décrivez, Antoine, dormir mieux, rentrer plus tôt, vouloir raconter sa journée, moi aussi. » Elle s'arrêta, une pause courte mais complète. « Moi aussi. Et c'est précisément ce qui m'a effrayé. » Il ne répondit pas tout de suite. Il attendit qu'elle continue, si elle le souhaitait. Elle dit « J'ai passé 3 ans avec quelqu'un qui était présent en apparence et absent en réalité. Quand j'ai compris la différence, il était déjà parti. » Elle releva les yeux. « Je ne sais pas distinguer encore si ce que je ressens est réel ou si c'est la conséquence de la proximité forcée. Et cette incertitude m'est insupportable. » Antoine dit, avec une voix qui ne cherchait pas à convaincre mais à être honnête, ce qui était pour lui un effort considérable. « Je ne peux pas vous donner une certitude. Je n'en ai pas moi-même. Ce que je sais, c'est que j'ai passé 5 ans après mon divorce à construire une vie où personne ne pouvait rien me coûter émotionnellement. Et depuis 4 mois, sans que je l'aie décidé, sans que j'aie rien fait pour ça, vous m'avez coûté quelque chose. » Il fit une légère pause. « Quand vous êtes parti hier soir, l'appartement m'a coûté quelque chose de précis, et je préfère payer ce prix. » Camille le regarda pendant un long moment. Ses yeux ne fuyaient pas, mais il cherchait quelque chose de spécifique dans son visage, dans sa posture, dans la façon dont il se tenait debout dans cet atelier à 7 heures du matin avec le même costume que la veille et aucune stratégie préparée. Elle dit finalement avec une franchise qui lui ressemblait « Il y a une condition. » Il dit « Dites-moi. » Elle dit « Vous devrez aller voir mon père, pas pour vous justifier, pas pour demander pardon, pour lui dire la vérité. Tout, le contrat, l'argent, la lettre, et ce que vous venez de me dire ici. En face, lui. » Antoine répondit sans hésiter « Quand voulez-vous que j'y aille ?» Elle dit « Demain matin. » Il dit « D'accord. » Le lendemain, à 9h moins 5, Antoine entra dans la chambre 412 de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bernard Dubois était assis dans son lit, redressé contre les oreillers, avec un journal posé sur les genoux qu'il ne lisait pas vraiment. Il leva les yeux en voyant Antoine entrer, seul, sans Camille, ce qui lui dit quelque chose immédiatement. Antoine s'assit sur la chaise au bord du lit, posa les mains sur ses genoux et parla. Il parla pendant 22 minutes, avec la précision factuelle qui était son mode naturel, mais aussi avec quelque chose de différent, une absence totale de filtrage, une nudité dans la narration qui n'était pas dans ses habitudes. Il expliqua le testament, la clause, la proposition faite à Camille, l'argent, les conditions d'elle, la mairie impersonnelle. Il expliqua la lettre de Jacques, le moment où il l'avait trouvée, la décision de ne pas la montrer, et pourquoi. Il expliqua les dîners silencieux, la lumière du salon, la nuit devant la fenêtre de la cuisine. Il expliqua ce qu'il avait dit à Camille à l'atelier le matin précédent, mot pour mot, sans adoucir ni dramatiser. Bernard écouta tout, immobile, les mains posées à plat sur le journal. Il n'interrompit pas une seule fois. Quand Antoine finit, il y eut un silence. Bernard regarda ses propres mains pendant plusieurs secondes, puis leva les yeux vers Antoine avec ce regard vif et bienveillant qui n'avait rien perdu de sa précision malgré l'hôpital et la fatigue. Il dit « Vous savez, la première fois que vous êtes venu ici avec elle, j'ai regardé comment vous écoutiez. Les gens qui veulent faire bonne impression écoutent avec le visage. Vous écoutiez avec quelque chose d'autre. » Il fit une pause. « J'ai su ce jour-là que la situation était plus compliquée que ce que ma fille m'avait décrit. » Il regarda Antoine avec une expression qui n'était pas de la clémence. C'était quelque chose de plus précis, de plus solide. Ce qui compte, c'est que vous soyez là. Ce qui compte, c'est que vous soyez revenu. Il dit simplement, le reste, c'est de la vie. La vie, ça se construit avec les erreurs qu'on répare. Antoine sentit quelque chose dans sa gorge qu'il ne sut pas immédiatement identifier.
Pas des larmes, pas exactement, mais quelque chose de proche, quelque chose d'ancien qui cherchait une sortie. Il dit « Merci, monsieur Dubois ». Bernard dit « Bernard », et il lui tendit la main. Antoine la serra. Ce fut, pour des raisons qu'il n'aurait pas su expliquer rationnellement, l'une des poignées de main les plus importantes de sa vie. Les semaines qui suivirent eurent une qualité différente de tout ce qu'Antoine avait connu jusqu'alors. Pas meilleur dans le sens spectaculaire du terme, pas de révélation soudaine, pas de transformation visible du dehors, mais différente dans la texture, dans la façon dont les journées se déroulaient et s'articulaient. Il rentra chez lui ce soir-là, le soir de la visite à Bernard, et trouva la valise de Camille dans l'entrée, pas défaite, juste posée là, comme une question encore ouverte. Elle était dans la cuisine, debout devant la fenêtre comme souvent, une tasse de thé entre les deux mains. Elle se retourna quand il entra. Il dit « Votre père vous transmet ses amitiés ». Elle le regarda pendant un moment, cherchant dans son visage quelque chose qu'elle trouva, parce qu'elle dit ensuite doucement « Comment c'était ?» Il dit « Il m'a appelé par mon prénom à la fin ». Elle baissa les yeux sur sa tasse. Un très petit sourire apparut au coin de ses lèvres, pas un grand sourire, un sourire précis, le genre qui coûte quelque chose à celui qui le donne parce qu'il est sincère. Elle dit « Alors c'est bien ». Elle ne dit rien d'autre ce soir-là sur le sujet, mais la valise fut défaite le lendemain matin et la petite lampe à pince retrouva sa place sur la table de nuit. Ce qui changea dans les semaines suivantes était difficile à nommer précisément. Et c'était peut-être pour ça que cela résistait davantage que tout ce qu'Antoine avait construit consciemment dans sa vie. Ce n'était pas une relation déclarée, pas encore. C'était quelque chose d'antérieur à la déclaration, une façon nouvelle d'occuper l'espace commun, une permission tacite d'être présent sans prétexte. Ils cuisinaient parfois ensemble le week-end, pas par programme, mais par convergence. Il ouvrait le réfrigérateur, elle arrivait avec quelque chose du marché, et ils se retrouvaient côte à côte devant la planche, à découper sans que personne n'ait proposé quoi que ce soit. Il avait appris, sans qu'elle lui enseigne formellement, que Camille avait besoin d'une heure silencieuse après le travail avant d'être disponible pour autre chose. Pas de l'isolement, juste une décompression. Et il avait commencé à respecter cette heure avec une naturalité qui l'étonnait lui-même. Elle avait appris, sans qu'il le dise, qu'Antoine avait des matins difficiles les lundis, quelque chose qui remontait à loin, à une enfance où les lundis signifiaient le retour au pensionnat. Et elle avait commencé à préparer le café avec du lait les lundis matins, une variation minuscule qu'elle avait notée une fois faire de l'effet et qu'elle reconduit sans en parler. Claire envoya une lettre recommandée au cabinet de Maître Renaud, 3 semaines après sa visite au bureau d'Antoine. La lettre formulait officiellement l'intention de contester la validité du testament en invoquant une potentielle fraude à la clause matrimoniale. Maître Renaud appela Antoine avec la gravité mesurée des avocats qui annoncent des complications. Antoine l'écouta, dit qu'il comprenait et raccrocha. Il resta à son bureau un long moment, puis fit quelque chose d'inhabituel pour lui. Il appela Margot et lui dit de bloquer son agenda du lendemain après-midi. Il n'expliqua pas pourquoi. Le lendemain, il prit le métro, ce qu'il ne faisait presque jamais, jusqu'au 11e arrondissement, entra dans l'atelier en fin d'après-midi quand l'activité ralentissait, et dit à Camille directement « Claire a lancé une procédure. Je veux que vous sachiez que ça n'a aucune incidence sur ce que je vous ai dit à l'atelier il y a 3 semaines. Ce n'est pas pour ça que je suis revenu. » Camille posa son travail, le regarda. Elle dit « Je sais. » Il dit « Je voulais vous le dire en face, pas par message. » Elle dit « Je sais ça aussi. » Il y eut un silence, et dans ce silence, il y avait quelque chose de solide, pas la fragilité des débuts, pas l'incertitude du milieu, mais quelque chose qui commençait à avoir la consistance d'une fondation. La procédure de Claire fut classée 4 semaines plus tard. Maître Renaud expliqua les détails juridiques avec sa précision habituelle, mais ce qui importait était simple, en l'absence de preuves matérielles irréfutables d'un accord frauduleux. Et il n'y en avait pas. Un accord verbal sans trace contractuelle n'étant pas suffisant, la contestation ne tenait pas. Claire ne rappela pas. Antoine ne la rappela pas non plus.
Ce chapitre se referma avec la discrétion des choses qui n'avaient jamais eu beaucoup de substance réelle, juste la forme d'une menace, sans le fond. Le printemps arriva sur Paris avec sa lumière oblique et dorée qui change tout, qui fait paraître les façades de pierre plus chaudes, qui transforme les terrasses de café en scènes de vie auxquelles on a soudainement envie d'appartenir. Un samedi d'avril, Camille proposa à Antoine de l'accompagner au marché d'Aligre, dans le 12e arrondissement. Ce n'était pas une invitation romantique, c'était pratique. Elle avait besoin d'un tissu spécifique chez un marchand de pièces, et le marché était vaste. Il dit oui sans chercher de raisons supplémentaires. Ils prirent le métro ensemble, la ligne 1, changement à Bastille, 3 stations, et Antoine réalisa, assis côté fenêtre avec Camille debout tenant la barre à côté de lui, que c'était la première fois depuis une décennie qu'il prenait le métro sans que ce soit contraint par une grève ou un embouteillage apocalyptique. Il regarda les visages dans la rame, des gens ordinaires avec leurs sacs, leurs enfants, leurs écouteurs, et ne ressentit pas ce qu'il avait toujours ressenti dans les transports en commun, l'impatience d'être ailleurs. Il était là, c'était suffisant. Au marché d'Aligre, Camille se déplaçait avec la précision de quelqu'un qui connaît exactement ce qu'il cherche, mais qui prend le temps de regarder ce qu'il ne cherchait pas. Elle s'arrêtait sur des textures, soulevait des coins de tissu pour voir la lumière à travers la trame, échangeait avec les marchands dans un français direct et sans hiérarchie. Le même avec le vendeur de retail qu'avec n'importe qui d'autre. Antoine la suivait, les mains dans les poches de son manteau, un manteau moins formel que d'habitude, sans cravate, ce qui en soi était une information sur ce que ces semaines avaient modifié en lui. Un moment, devant un étal de rubans anciens, elle en souleva un, une dentelle ivoire, fine, avec un motif géométrique répété, et dit, comme se parlant à elle-même, « C'est la même que celle que je garde depuis des années. » Il demanda, « Pourquoi ?» Elle dit, sans lever les yeux de la dentelle, « Je ne savais pas encore. Je savais juste qu'il fallait la garder. » Elle reposa le ruban. Ils continuèrent. Antoine pensa à cette phrase pendant le reste de la matinée. Je ne savais pas encore, et à la façon dont certaines choses attendent patiemment leur destination sans qu'on le leur demande. Ce fut en rentrant du marché ce jour-là, dans le métro du retour, que Camille dit quelque chose qu'elle n'avait pas planifié de dire. Il le sut à la façon dont elle commença la phrase, avec une légère hésitation d'une personne qui parle, avant d'avoir tout à fait décidé de parler. « Mon père m'a appelé hier soir. Il dit « Comment il va ?» Elle dit « Bien, il sortira dans 10 jours. » Une pause. « Il m'a demandé quand il vous reverrait. » Antoine regarda le tunnel noir défiler par la vitre. Il dit « Quand vous voulez. » Elle dit « Il a dit quelque chose d'autre. » Elle hésita encore, les yeux sur les mains qu'elle tenait posées sur ses genoux. Il a dit, cette fois-ci, elle a choisi quelqu'un qui sait rester. Le métro ralentit en entrant en gare. Les lumières du quai remplacèrent le noir du tunnel. Antoine ne répondit pas immédiatement. Puis il dit, tourné vers elle, « Il a raison. » Ce furent 3 mots, les mêmes 3 mots qu'il avait prononcés un autre soir dans un autre couloir d'hôpital, mais cette fois, ils avaient une texture différente, la texture de quelque chose qui n'était plus une promesse, mais un fait. Camille le regarda une seconde, et ce sourire précis et coûteux réapparut au coin de ses lèvres. Les portes du métro s'ouvrirent. Ils sortirent ensemble dans la lumière d'avril. Les mois qui suivirent construisirent quelque chose qui n'avait pas de nom officiel, mais qui en avait un dans les faits, dans la façon dont Antoine commença à appeler Bernard le dimanche pour prendre de ses nouvelles, dans la façon dont Camille commença à occuper le bureau partagé non plus par nécessité, mais par choix, dans la façon dont ils passèrent une nuit entière à discuter de l'avenir de l'atelier, quand Camille reçut une proposition d'un créateur de mode durable qui cherchait un atelier de confection fiable dans Paris. Antoine écouta, posa des questions précises sur la structure financière de la proposition, identifia 2 clauses contractuelles problématiques et dit « Je connais quelqu'un qui peut vous aider à renégocier ça. » Camille dit « Je ne veux pas que vous régliez mes problèmes professionnels. » Il dit « Je ne veux pas les régler. Je veux vous donner les outils pour les régler vous-même. » Elle le regarda pendant un moment. Puis elle dit « D'accord,
Et il y avait dans ce d'accord toute la distance parcourue depuis la salle de réunion neutre où elle avait posé ses 3 conditions avec les mains à plat sur la table. La décision concernant l'héritage vint à Antoine un matin de mai, sans délibération préalable, sans conseil juridique, sans analyse de portefeuille. Il était debout devant la fenêtre de la cuisine, sa fenêtre désormais, celle qu'ils occupaient tous les deux, à des moments différents et parfois ensemble, avec son café du lundi au lait, et il pensait à Jacques, à ses mains noueuses tenant la tasse de thé, à sa voix grave qui faisait des silences avant de dire l'essentiel, à la lettre rédigée avec cette écriture inclinée vers la droite qui avait écrit le nom de Camille sur une enveloppe blanche avant même qu'ils ne se soient rencontrés. Il pensa à ce que son grand-père avait compris de lui mieux qu'il ne se comprenait lui-même, que l'argent ne lui manquait pas, que le travail ne lui manquait pas, que la réussite ne lui manquait pas, que ce qui lui manquait était précisément ce qu'on ne peut pas acheter, administrer ou optimiser. Il appela Maître Renaud à 9 heures. Il dit « Je veux faire un don, les 2 millions en totalité au fonds de chirurgie cardiaque de la Pitié-Salpêtrière. » Maître Renaud marqua un silence professionnel et dit « Vous êtes certain ?» Antoine dit « Oui ». Il raccrocha. Il n'en parla à personne ce jour-là, ni à Margot, ni à ses associés. Il le dit à Camille le soir, simplement pendant le dîner, avec la même voix qu'il aurait utilisée pour dire n'importe quoi d'autre. Elle posa sa fourchette. Elle le regarda. Elle dit « C'est votre décision ». Il dit « C'est ma décision ». Elle hocha légèrement la tête, reprit sa fourchette. Ce fut tout. Et dans ce tout, il y avait une reconnaissance profonde et silencieuse, la reconnaissance de 2 personnes qui savent que certains gestes n'ont pas besoin de commentaires pour avoir tout leur poids. La proposition de vrai mariage n'eut rien de la mise en scène que les films ou les magazines auraient prescrite. Ce ne fut pas dans un restaurant étoilé, pas avec une bague dans une coupe de champagne, pas avec un discours préparé. Ce fut un dimanche matin de juin, dans la cuisine, avec la lumière oblique de l'été qui entrait par la fenêtre et posait un rectangle chaud sur le parquet. Antoine était en train de faire des œufs. Il avait appris lentement à cuisiner quelque chose simple, sous l'observation non déclarée de Camille, qui ne corrigeait jamais, mais qui posait parfois une main sur la sienne pour ajuster la chaleur du feu. Il dit, tourné vers la poêle, sans préambule particulier, « Je voudrais qu'on se marie pour de vrai. » Un silence. Camille était assise à la table avec son thé, un livre ouvert devant elle qu'elle ne lisait plus depuis 30 secondes. Elle dit, sans chercher à dramatiser, « Pour de vrai comment ?» Il se retourna, la spatule encore à la main, et la regarda avec une franchise qui n'avait plus rien de l'inflexibilité des premiers mois, juste quelqu'un d'entier et de présent. Il dit « Avec toi qui décide où et comment, avec ton père, avec les gens qui comptent, avec le fait que ça n'a rien à voir avec le testament, avec Claire, avec quoi que ce soit d'autre que le fait que je ne veux pas continuer cette vie sans que ce soit officiel que tu en fais partie. » Elle le regarda pendant un long moment, de ce regard évaluateur et tranquille qui avait été le premier signe qu'elle était quelqu'un d'exceptionnel et qui n'avait jamais changé. Puis elle dit « D'accord ». Et elle retourna à son livre, il retourna à ses œufs, et dans cette cuisine ordinaire du dimanche matin, quelque chose fut scellé avec la solidité des choses vraies, sans fanfare, sans témoin, juste entre eux deux et la lumière de juin sur le parquet. Camille organisa tout elle-même, avec la même précision tranquille qu'elle mettait dans son travail. Elle choisit un petit jardin à Montreuil. Pas le Montreuil chic qui gagnait des galeries d'art et des restaurants fusion, mais le Montreuil de toujours, avec ses pavillons et ses ruelles, le quartier où Bernard avait grandi avant de s'installer à Belleville. Elle connaissait une maison avec un jardin derrière, appartenant à une amie de longue date, avec un grand tilleul au centre et des chaises dépareillées qu'on pouvait emprunter. 30 personnes, pas plus. Des collègues de l'atelier, quelques amis proches, Bernard bien rétabli et rayonnant dans son costume du dimanche, 2 ou 3 associés d'Antoine, qu'il avait choisis non pas pour leur importance professionnelle, mais parce qu'il les considérait genuinement comme des personnes, ce qui était en soi une évolution mesurable. Margot, qui avait tout rendu possible sans jamais revendiquer ce rôle. Théo,
l'ami de Camille qui avait signé comme témoin à la mairie du 11e et qui pleurait déjà depuis le début de la cérémonie en tentant de faire comme si ce n'était pas le cas. Le matin du mariage, Antoine se leva tôt. Pas d'insomnie cette fois, juste l'habitude des matins actifs. Il prépara le café, 2 tasses, et alla frapper doucement à la porte de la chambre de Camille. Ils avaient décidé, avec une logique légèrement superstitieuse et beaucoup d'humour silencieux, de dormir dans des chambres séparées la nuit précédant la cérémonie, en hommage parodique aux règles imposées au premier jour. Elle ouvrit la porte avec le visage de quelqu'un qui ne dormait plus depuis un moment, les cheveux encore libres, le regard à la fois serein et concentré. Il lui tendit la tasse. Elle la prit. Ils burent leur café debout dans le couloir, sans parler, avec cette aisance du silence qui était devenue leur langue la plus fluente. Il dit finalement « Tu as besoin de quelque chose ?» Elle dit « Non ». Elle marqua une pause. « Si, que tu arrives à l'heure. » Il dit « Je prendrai le métro. » Elle dit « Je sais. » Et il y avait dans ces 3 mots « Je sais » toute la confiance que les mois avaient construite, lentement, solidement, sans raccourci. Le vestido que Camille portait ce jour-là, elle l'avait cousu elle-même. C'était une robe longue en crêpe de soie, ivoire pâle, à l'encolure légèrement drapée, avec des manches courtes qui dégageaient ses avant-bras. Une pièce d'une sobriété absolue, qui portait cependant une complexité technique visible pour quiconque connaissait les tissus. La dentelle ivoire aux motifs géométriques qu'elle avait trouvée au marché d'Aligre ce samedi d'avril courait le long de l'ourlet en bande étroite, la même qu'elle gardait depuis des années, sans savoir encore pourquoi. Elle savait maintenant. Elle avait cousu cette robe en 3 semaines, les soirs après l'atelier, à la table de la cuisine sous la lumière tiède de la hotte, et Antoine l'avait vue travailler sans poser de questions. Juste présent, parfois avec un livre, parfois sans rien, simplement là. La robe portait ces heures là aussi. Elle portait tout ce temps. Antoine arriva par le métro, ligne 9, station Croix de Chavaux. Il marcha jusqu'au jardin avec le même costume bleu marine qu'il portait lors de certaines réunions importantes, mais sans cravate, ce qui était pour lui une déclaration en soi. Quand il entra dans le jardin et vit Camille debout sous le tilleul, avec la lumière de juin filtrant à travers les feuilles et posant des taches claires sur la soie ivoire de la robe, il s'arrêta une seconde. Une seule. Puis il avança. Bernard Dubois, assis au premier rang avec les mains posées sur les genoux et ce regard vif qui ne perdait rien, le vit s'arrêter et sourit. Le sourire d'un homme qui avait attendu ce moment avec une patience que lui seul connaissait. La cérémonie fut courte et vraie. L'officier d'état civil lut les formules avec une sincérité inhabituelle pour quelqu'un qui les prononçait plusieurs fois par semaine. Peut-être parce qu'il y avait dans l'air de ce jardin quelque chose qui forçait la sincérité, quelque chose qui venait de la façon dont les 2 personnes devant lui se regardaient. Quand ce fut le moment des mots personnels, Antoine parla. Il n'avait pas préparé de discours. Il avait réfléchi à ce qu'il voulait dire, pas à comment le formuler élégamment, mais à ce qui était vrai. Il regarda Camille et dit, devant les 30 personnes assises sur les chaises dépareillées sous le tilleul, avec la voix de quelqu'un qui n'a plus rien à cacher ni à protéger. « J'ai dit, le jour où nous sommes sortis de la mairie, que je ne serai jamais ton mari de Verdad. Je ne savais pas, ce jour-là, que chaque journée avec toi allait devenir quelque chose dont je ne pouvais plus me passer. Quelque chose d'aussi précis, d'aussi nécessaire que respirer. Je ne savais pas que tu allais m'apprendre, sans jamais essayer de le faire, ce que ça signifie d'être présent. Je ne savais pas que le silence d'un appartement pouvait avoir une forme aussi précise que ton absence. » Il marqua une pause. « Je sais maintenant, et je ne veux plus rien ne pas savoir avec toi. » Théo, au 3e rang, avait depuis longtemps abandonné toute prétention à la discrétion. Bernard regardait ses mains avec un sourire qui occupait tout son visage. Camille écoutait Antoine, avec les yeux secs et le regard le plus ouvert qu'elle eût jamais eu. Quand ce fut son tour, elle dit, avec la concision de quelqu'un qui sait que les mots les plus importants n'ont pas besoin d'espace, « Tu m'as dit de clarifier pour moi-même que tu ne serais jamais mon mari de Verdad. Je l'ai clarifié. » Elle marqua une pause. J'avais tort. Ce fut tout. C'était suffisant. C'était exactement suffisant. De la façon dont une couture parfaite est exactement suffisante.
Pas un point de trop, pas un point de moins. Ils mangèrent dans le jardin. Des tables couvertes de nappes en lin, des plats simples préparés par une amie traiteur de Camille, du vin blanc frais, du pain de campagne, des fleurs des champs dans des bocaux en verre. La musique était jouée par 2 musiciens, une contrebasse et une clarinette, qui connaissaient Camille depuis des années et qui jouèrent avec la décontraction de gens qui font quelque chose parce qu'ils le veulent vraiment. Les enfants de quelques invités couraient entre les chaises. Bernard dansa, debout, 3 pas prudents, les bras légèrement levés, avec la fierté sereine d'un homme qui avait vécu assez longtemps pour voir les bonnes choses arriver à ceux qu'il aimait. Antoine dansa aussi, maladroitement, ce qui fit rire Camille, d'un rire plein et sonore, qu'il décida à cet instant d'entendre le plus souvent possible pour le reste de sa vie. La nouvelle de l'atelier Dubois-Lefebvre parvint à Camille 2 semaines après le mariage, sous la forme d'un appel de maître Renaud qui l'informa qu'une structure juridique avait été créée à son nom, avec un capital initial suffisant pour recruter 7 couturières supplémentaires et sécuriser un contrat de fourniture fixe avec la marque de mode durable qu'il avait approchée des mois plus tôt. Elle appela Antoine au bureau. Il décrocha à la 2e sonnerie. Elle dit « Tu aurais pu m'en parler ». Il dit « Je t'en parle maintenant ». Elle dit « Ce n'est pas pareil ». Il dit « Tu as raison ». Un silence. « Est-ce que tu aurais dit oui si je t'avais demandé d'abord ?» Elle réfléchit honnêtement, comme toujours. Elle dit « Probablement pas ». Il dit « C'est pour ça ». Un autre silence. Puis elle dit « C'est une mauvaise raison ». Il dit « Je sais, mais c'est la mienne ». Elle dit « On en parlera ce soir ». Il dit « Je serai là avant 19h ». Elle dit « Je sais ». Et dans ce « je sais » répété, il y avait quelque chose d'entier et de chaud, la certitude tranquille de 2 personnes qui savent où l'autre sera, et qui trouvent dans cette certitude non pas une contrainte, mais une liberté. Et ainsi, dans ce jardin de Montreuil un soir de juin, puis dans la cuisine de Saint-Germain-des-Prés, puis dans l'atelier de la rue du Faubourg Saint-Antoine, avec ses 7 couturières et ses bobines de fil rangées par couleur, puis dans la chambre 412 de la Pitié-Salpêtrière, où Bernard rentrait désormais seulement pour ses contrôles trimestriels, puis dans le métro ligne 9, qu'Antoine avait appris à prendre comme une évidence. Dans tous ces endroits ordinaires et précis, ils construisirent quelque chose qu'aucun contrat n'aurait pu formuler et qu'aucune clause n'aurait pu garantir. Quelque chose qui n'avait pas commencé comme de l'amour et qui en était devenu la forme la plus solide, celle qui ne naît pas d'un coup de foudre, mais d'une accumulation de présence, de silence partagé, de tasses de café préparées sans qu'on le demande, de mains ajustant la chaleur d'un feu, de valises défaites et refaites et finalement rangées pour de bon. Et là, dans cette cuisine, où la lumière du soir entrait encore par la fenêtre et posait sa chaleur sur le parquet clair, Camille comprit que la richesse n'avait jamais été dans les 2 millions d'euros donnés à un fonds hospitalier, ni dans le nom sur la porte de l'atelier, ni dans les 150 mètres carrés de Saint-Germain-des-Prés. Ce n'était pas le contrat, ce n'était pas la clause, ce n'était pas la cérémonie sous le tilleul. C'était ceci. Exactement ceci, être vu, être choisi, être resté. C'était une tasse retournée sur un torchon plié. C'était un homme qui prenait le métro. C'était du silence qui avait appris à nourrir plutôt qu'à isoler. Et cela valait tout. Cela valait absolument tout. Et rien, jamais, ne pourrait défaire ce que la vie ordinaire avait pris le temps de construire, jour après jour, dans les espaces entre les mots.